Bonjour à tous. Donc oui, j'ai la charge de vous présenter deux projets, un de première génération et un de seconde génération. Mais je vais faire ça avec Mathis, qui est donc une doctorante de métropole, qui est arrivée il y a maintenant un mois et qui reste ici 3 mois. Et en lien avec Raphaël Essiano aussi, qui coordonne la thèse avec moi. Donc le projet CIRCE, avant de commencer, d'abord j'aimerais remercier la cellule du CRESICA pour l'organisation de ce séminaire. Le projet CIRCE, donc, c'est pour l'acronyme Suivi des eaux, des rivières et des estuaires. C'était un projet qui avait une durée de 3 ans, mais qui continue. On le verra avec la venue de Mathis, qui est en charge d'analyser les résultats. On en a encore pour 1 ou 2 ans, je pense. 1 an, ouais, avant la publication des résultats finaux. Donc le projet CIRCE se poursuit. Coûte que coûte. Donc les structures impliquées, c'est l'IFREMER, l'IRD et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et je tiens à remercier toutes les parties techniques en fait, des 3 instituts pour l'aide apportée dans le cadre de ces projets. Donc un grand merci au LAMA, un grand merci à l'université. Et puis bien évidemment, ce travail n'aurait pu être réalisé sans les appuis techniques des techniciens du LEAD, de l'IFREMER LEAD. Donc l'émergence du projet, il est issu du projet Présence, qui est un accord cadre IFREMER collectivité qui a débuté en 2017. Et on parle plus particulièrement dans la fiche 3 de ce projet où on parle des devenirs des apports terrigènes. Et donc l'objectif, c'était de rechercher et de définir des indicateurs de la contribution relative des rivières en tant que source exercée sur le milieu lagonaire. Ce projet est très centré en fait sur les pressions associées aux paramètres dissous, c'est-à-dire l'eau douce. Donc nous avons voulu aller plus loin et rechercher des fonds, des financements supplémentaires pour travailler sur tout ce qui était particulaire et les impacts du dissous et du particulaire sur les communautés, en prenant les communautés microbiennes comme indicateurs de l'état de santé des écosystèmes. Donc les objectifs de CIRCE sont multiples, définir des indicateurs sur l'état qualitatif des eaux, évaluer les quantités de matière exportées par les rivières, rechercher une signature chimique ou biologique des eaux pour les suivre dans l'environnement lagonaire et suivre la transformation de ces eaux et de leur signature dans les panaches et donc travailler sur l'impact des communautés microbiennes qui est vraiment notre cible de recherche dans le cadre de CIRCE mais aussi dans le cadre du projet Ecomine. Donc les applications pour la société, c'est prévenir les risques de pollution des zones côtières, les risques d'eutrophisation qui malgré tout avec l'augmentation, l'urbanisation de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas négligeables, avec l'augmentation des impacts anthropiques, les booms miniers, etc. Bon, on en a largement parlé depuis 2 jours. Mais donc voilà, ça c'est une des premières applications. Identifier des espaces à risque. Donc ça, c'est des travaux qui sont aujourd'hui, on n'a pas identifié encore aujourd'hui ces espaces à risque, mais c'est l'un des objectifs à réaliser. Et pour en fait gérer les apports vers le lagon, c'est l'objectif final, et avec la mise en place d'outils méthodologiques en appui aux décideurs de la politique de l'eau, comme la recherche d'indicateurs, la mise en place d'un suivi environnemental, la mise en place d'un suivi sur le long terme des conditions environnementales dans le lagonaire. Donc l'approche et la méthode qu'avons-nous fait, nous sommes placés en fait aux exutoires, après le continuum terre-mer, pour la simple et bonne raison que ces exutoires, en fait, vont récupérer en fait, une grande partie des écoulements de surface et une partie des écoulements souterrains. Et donc, c'est un endroit stratégique, car il va apporter de nombreuses informations sur les apports qui se situent en amont et donc des bassins versants. L'une des questions qui était posée aussi, c'était le devenir de ces apports dans le lagon, et comment les suivre, et qu'est-ce que deviennent ces apports à court terme. Donc quand je parle de court terme, je parle à l'échelle de la semaine. Donc l'approche, nous avons un signal qui allait être complexe mais intégrateur, donc des bassins versants. Et donc l'idée c'était de définir des indicateurs géochimiques de chaque bassin versant, d'analyser des indicateurs des impacts anthropiques, donc urbanisation, activité minière et agriculture, et rechercher des indicateurs pour identifier l'origine de la matière organique exportée. Donc, en fonction des bassins versants, et ça c'était la première phase du projet CIRCE, on s'attendait à une forte variabilité des conditions météorologiques. Excusez-moi. Donc l'approche
Le projet CIRCE a été réalisé en 2 étapes. La première étape, c'était analyser l'évolution de la qualité des eaux des rivières dans le temps et en fonction des différents bassins versants. Donc nous avions travaillé sur 4 bassins versants, celui de la Tontouta, celui de la rivière des Pirogues, celui de la rivière des Coulées et celui de la rivière de la Dumbéa. Donc je vous renvoie en fait à la présentation que j'ai réalisée il y a 2 ans lors du précédent séminaire sur cette partie-là du projet. Et il a fallu sélectionner un certain nombre de résultats. Donc on a décidé de se focaliser plus lors de cette présentation sur le suivi et le devenir des eaux issues des panaches dans les panaches. Je vous rappelle qu'on a travaillé sur 3 grands groupes d'éléments, la matière organique, les métaux et les nutriments, et avec un groupe cible qui est la communauté microbienne par l'analyse de l'ADN environnemental. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs méthodes. Une méthode en travaillant sur le devenir des eaux par des bouées dérivantes, je vais en reparler plus tard, et une méthode où on travaille sur des stations fixes en mer. Donc, les compétences mobilisées, il y a eu chimistes, biochimistes, géochimistes, microbiologistes. Donc, j'ai travaillé et j'ai surtout appris de beaucoup de chercheurs en local, mais même à l'extérieur. J'ai souvent été les questionner, puisqu'on ne peut pas être à la fois spécialiste de la matière organique, des métaux et des nutriments. Et donc déjà, je tiens à les remercier, ils se reconnaîtront. Donc dans la phase 2, nous avons réalisé 4 campagnes. La première campagne, en septembre 2019, et une seconde en décembre 2020. Les objectifs de ces 2 campagnes, c'était analyser la variabilité des conditions biotiques et abiotiques hors période de pluie. L'idée là était d'avoir un signal hors conditions pluvieuses et d'avoir en fait un signal de base sur lequel on pouvait avoir un minimum d'informations, et entre autres sur l'ADN environnemental qui n'a jamais été fait en Nouvelle-Calédonie. On n'avait aucune idée, on n'a aucune connaissance sur ce que donne ce type de données. Donc il fallait déjà avoir ces conditions-là pour bien comprendre les communautés et l'analyse de ces communautés hors pluie. Le deuxième objectif, donc là, cette fois-ci, c'était réellement de rechercher les exports fluviatiles, enfin le devenir des apports dans le lagon. Et donc ça, il y a eu deux campagnes, une campagne en avril 2019 et une campagne en février 2020. La campagne en avril 2019, nous n'avons pas fait l'ADN environnemental, c'était une espèce d'entraînement. On a suivi en fait un panache après l'extrême de pluie qui a eu lieu à cette période-là, qui était un record de pluie depuis plus de 50 ans. Et en février 2020, on a réussi à suivre l'impact du cyclone Uezi. Donc en fait, on était sur le terrain le lendemain du passage du cyclone, ce qui, je vous laisse supposer, a été un véritable challenge technique. Donc 2 stratégies, comme je vous en ai parlé, des stations fixes et des bouées dérivantes pour un suivi de type lagrangien. Voici le terrain d'étude. Donc on s'est concentré sur une seule baie. Pourquoi c'est la baie de Dumbéa? D'abord parce que c'est la baie qui est la plus connue autour de Nouméa, mais aussi sur le plan technique qui nous permettait d'accéder réellement au milieu marin sans trop de risques dans une période cyclonique. Donc la saison sèche, à gauche, vous avez le graphe des 9 stations réalisées. Alors, pour expliciter le choix des stations, nous avons... Enfin, tiens, ça marche maintenant. Hop. Attendez, excusez-moi. Non, je retourne. Alors, là, vous avez 2 transects, en fait, pour obtenir un gradient côte large. L'objectif pour moi était d'apporter des conditions environnementales suffisamment différentes pour avoir en fait un pattern et différents patterns de communautés microbiennes dans le lagon. Donc on a été échantillonné spécifiquement à partir de la bibliographie et des connaissances acquises, entre autres par l'IRD dans les années passées, sur des transects, parce qu'on sait déjà qu'il y a un effet du transect sur les communautés microbiennes, donc 2 transects, mais aussi tout le long de toutes les baies de Nouvelle-Calédonie, en choisissant la baie de Dumbéa, la baie de la Coulée et la baie des Pirogues. Et derrière ça, 2 points autour de Nouméa, donc la Grande Rade et la baie en face de Géant. Voilà.
Et le deuxième jeu de terrain de jeu, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Voici les points d'échantillonnage, mais ça, ce sont les points d'échantillonnage qui sont associés à l'avancée des bouées dérivantes. Donc en fait, on choisissait pas nos stations, on suivait une bouée dérivante et on récupérait nos échantillons tous les jours en suivant cette bouée dérivante. Donc, le premier cas, les stations fixes. Ici, je vous présente 6 graphes avec différents paramètres que j'ai choisis un peu pas aléatoirement, mais presque. Donc, avec les silicates ici, les nitrites-nitrates, l'absorbance à 350, qui est un indicateur de la matière organique dissoute, la chlorophylla, l'azote particulaire et, par exemple, le nickel particulaire dans les eaux. Donc ici, le pari qu'on avait lancé initialement d'avoir un maximum de variabilité face aux conditions environnementales en se basant à la fois sur les métaux, sur la matière organique et sur les nutriments a été gagné, puisque vous avez par exemple ici, bien évidemment, 3 concentrations de nickel bien différentes par rapport aux stations qui se situent bien évidemment dans les embouchures, en période sèche. Donc la salinité était à 35 pour 1000 à peu près chez tout le monde. Nous avons des concentrations des concentrations de chlorophylla qui sont différentes, qui sont dans les normes de ce qu'on peut attendre dans le lagon calédonien. Un lagon calédonien, pour vous donner un peu une idée, on considère qu'il est eutrophisé, on considère que les baies sont eutrophisées pour des valeurs au-dessus de 2 microgrammes par litre. Là, vous avez des silicates. Donc, ça, les silicates, c'est typiquement associé aux pluies, aux apports par les pluies, qui sont des concentrations, où on peut atteindre des concentrations énormes, pas dans les pluies, dans les eaux des rivières. Et on en reparlera. Et donc là, en fait, on ne voit rien. Mais là, vous avez un pic de nitrite ici qui se trouve dans la fameuse baie dont j'ai oublié le nom tout à l'heure. Et la même chose pour la chlorophylla, qui est un indicateur d'eutrophisation des conditions de milieu. Donc on a réussi à obtenir, et donc le pari, c'était de dire, si on a des conditions environnementales différentes, on aura sans doute des communautés microbiennes différentes. Donc le suivi des panaches. Donc là, vous avez une bouée dérivante, qui est ici. Donc c'est un énorme ballon de foot. Vous le mettez dans le panache, en fait, et puis ça suit les courants. C'est très peu assujetti, en fait, au vent. Et donc, en fait, c'est vraiment le déplacement des masses d'eau qu'on mesure. Donc, c'est suivi par satellite, et on a à la minute le déplacement de ces bouées le long du trajet de la masse d'eau. Donc, l'idée, c'était de suivre l'arrivée de l'eau douce du fond de la baie de Dumbéa et de se dire jusqu'à où elle va. Donc là, vous avez donc la preuve que ça marche assez bien, puisque là, on s'est retrouvé dans un bloom de trichodesmium après 2 jours sur l'un des échantillonnages. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait, après le cyclone Wesi, à J1, un suivi sur 6 jours. 6 jours de terrain, tous les matins, avec le bateau, pour échantillonner le fond de la baie, la Grande Rade comme zone témoin, qui s'est révélée ne pas être une zone témoin, et la bouée dérivante numéro 1 qui a été lancée le jour où on s'est retrouvé dans le panache du cyclone. Alors le J1, on est arrivé vraiment au moment où les eaux douces sont apparues dans le lagon. C'est-à-dire que là, on était dans le fond de la baie de Dumbéa, avec le fond de la baie de Dumbéa qui était marron, comme on le voit tous. Et donc, on a vraiment jeté la bouée au moment du début de la première crue. Et donc, on l'a suivi pendant 3 jours. Et uniquement 3 jours, je vais vous expliquer pourquoi. Et le lendemain, nous avons jeté une deuxième bouée. Nous avons aussi suivi son parcours. Et à J4 et J5, on a rejeté aussi encore des bouées et des bouées. Chaque jour, on jetait des bouées pour savoir où allait en fait le panache. Et en fait, on a retrouvé ça quasiment dans les arbres, la J4 et J5, au fond de la baie de Dumbéa. Ce qui veut dire en fait que le flux d'eau en fait, de la bouée de la Dumbéa n'atteignait plus l'extérieur. Et systématiquement, c'était la marée qui rejetait en fait la bouée sur la côte. On en a trouvé une donc, ici, puis une autre dans les Patuviers, au fin fond de la baie de Dumbéa. Donc en fait, ce que nous apprennent les bouées, mais ça, bon, après, ce que les modélisateurs nous ont déjà appris, c'est qu'en fait, ce sont des pulses massifs d'eau douce qui sont extrêmement rapides et en fait qui ont un peu d'impact sur l'hydrologie du système, apparaît juste après 2 jours. Donc voici le parcours des 2 bouées. La première bouée a eu ce parcours ici. Donc le premier jour, on l'a retrouvé, après même pas, c'était quoi, 18 heures, on l'a retrouvé ici. Et le deuxième jour, après 48 heures, on l'a retrouvé carrément au Mont d'Or. Donc en zodiac, tous les matins, aller courir derrière les bouées, on a décidé en fait d'arrêter, de toute façon parce que l'eau était complètement claire, et d'arrêter de laisser la bouée. Juste pour la petite info, les Australiens, eux, ils laissent les bouées comme ça, vita aeternam, et puis ils les récupèrent jamais, mais sauf que ça vaut 250 000 francs CP, et donc nous, on a préféré les récupérer. Le deuxième jour,
elle est arrivée ici, et c'est ce jour-là où on a vu donc, le fameux bloom de Trichodesmium qui a été identifié par Isabelle Begala comme Trichodesmium erythraeum. Et donc ici, c'était juste à côté du récif Larinière. Donc la dynamique, et là, la dynamique qui est la dynamique. Donc on a fait des échantillonnages ici à J1 des silicates, et on a eu des concentrations de silicates à 220 ou 230 micromoles par litre. Vous avez ici les concentrations sur l'année des 4 rivières que nous avons suivies en 2018-2019. Là, c'est le parc Fayard. Et là, l'eau, donc sur l'année, vous avez à peu près 300 micromoles de silicates dans les eaux des rivières. Donc c'est un très bon indicateur. Et ici, c'était vraiment des eaux douces. Donc on a vraiment eu l'arrivée d'eau douce liée au cyclone. Le deuxième jour, il n'y a plus rien. L'effet de la dilution par la marée a été d'une rapidité complètement incroyable. C'est-à-dire que le deuxième jour, on n'a quasiment plus de silicates. On revient à des normes classiques de fond de baie. Et on a eu une réaugmentation des silicates le troisième et le quatrième jour, puisqu'en fait, il y a eu une seconde pluie qui est apparue après le cyclone et qui nous a donc continué à nous enrichir le milieu. Voilà. Là, c'est les valeurs, en fait. Oui, tiens, ça fait comme ce matin. Là, c'est les valeurs des bouées. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une dilution extrêmement rapide du milieu. On retrouve quasiment plus rien au niveau de tous les paramètres, comme le silicate, etc. Le nickel, on voit un enrichissement en fond de baie que je ne m'explique pas dans la colonne d'eau, le long les jours, les différents types de jours. Et quasiment, pareil, une disparition des valeurs très, très, très rapidement au niveau des bouées dérivantes. Au niveau du particulaire, non, ça c'est au niveau du nickel, oui, c'est au niveau du particulaire. Donc on passe de 215 microgrammes par litre dans les eaux de la rivière, enfin, puisque ce sont des eaux de rivière, à quasiment plus rien, et une dilution extrêmement rapide. Donc le système, en fait, est vraiment très, très dynamique, ce qui pose la question de l'échantillonnage, hein, clairement. On a eu un échantillonnage où on est intervenu toutes les 24 heures. On était limité en termes de nombre d'échantillons, mais aussi de possibilités d'intervention, pour la simple et bonne raison que vous allez voir après, je vais passer le micro à ma collègue. L'ADN environnemental, c'est 4 heures de filtration tous les jours pour chaque échantillon. Et donc, en fait, on n'avait absolument pas cette capacité-là à intervenir 2 à 3 fois par jour, ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, si on me demandait ce que je ferais si je devais suivre un panache, et entre autres, pour essayer d'expliquer ce qu'on a vu ce matin, la disparition du nickel particulaire dans l'eau, les processus de flocculation, les processus ou de dilution, comme on a vu dans le projet Trémor et le projet Mecafloc. Ce que je devrais faire, c'est que je louerai un catamaran et puis je suivrai en continu les bouées. Ou alors j'équiperai les bouées avec des instruments de telle manière à avoir l'évolution de la masse d'eau en temps réel. Donc, pour continuer sur cette dynamique, qu'est-ce qu'on a vu au niveau des micro-organismes? Donc là, vous avez la chlorophylla, qui est à peu près un indicateur de la biomasse phytoplanctonique dans les eaux. Ici. Donc on dépasse, voilà, vous avez vu que dans le fond de la baie, on dépasse largement les 2 microgrammes par litre de chlorophylle observés régulièrement. Alors donc on est dans le début d'un bloom phytoplanctonique en fond de baie et qui se poursuit. Et après 6 jours, il n'était a priori toujours pas terminé. Là, on ne voit plus rien, donc ça a tout disparu. Donc là, c'est dans la grande rade. On a des valeurs, je peux vous faire croire sur parole, qui sont constantes dans la grande rade, donc il n'y a absolument pas d'évolution des biomasses. Là, on a eu une diminution des valeurs et aussi une diminution des valeurs au niveau de la bouée numéro 2, avec une arrivée quasi aux valeurs dites normales dans le lagon, des valeurs normales mesurées dans le lagon. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de ces suivis pour la partie chimie, et un peu pour la partie biologie, c'est qu'on a des apports sous la forme d'un pulse qui est très très ponctuel, à l'image de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie sur les rivières. Hein. Ça a largement été montré. Ça confirme les résultats qui nous ont été présentés aussi hier par Cyril Guarand, dans son projet qui s'appelle Assure, je sais pas quoi là. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un suivi de turbidité sur l'année qui était très très intéressant, où on voit bien que la turbidité augmente dans les premières heures après les pluies, après l'arrivée des débits, et que derrière ça, on a une chute de la turbidité drastique, même si on a encore des débits relativement importants dans les rivières. Donc c'est aussi pour ça, dans la stratégie, et j'ai oublié de vous en parler, donc je vais complexifier un peu mon discours, c'est pour ça qu'on a aussi jeté des bouées tous les jours. Parce que je savais, avec le suivi qu'on avait réalisé, que la qualité de l'eau et des apports par les rivières variait dans le temps.
Donc, mon objectif était aussi d'analyser en fait, la qualité des eaux et le devenir des eaux en fonction des caractéristiques initiales, qui varient dans le temps. Donc, ce qui complexifie un peu cette notion de dynamique. Et voilà. Donc, nous avons un développement d'une biomasse phytoplanctonique au niveau de l'embouchure. Donc, je vais laisser la parole à Mathis pour la partie ADN environnemental et qui est en charge d'analyser toutes ces données sur l'ADN environnemental. Bonjour à tous. Donc, je me représente rapidement. Donc, Mathis Méningue, depuis peu doctorante à l'Ifremer de Brest, donc avec Raphaël Iciano et Hugues Lemonnier. Et donc, je suis en charge de vous présenter la partie biologique de ces données. Donc, pour étudier le compartiment biologique, on a donc utilisé la méthode de l'ADN environnemental. Donc, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé maintenant depuis une dizaine d'années, notamment en écologie. Et donc, c'est une méthode assez puissante puisque donc elle permet, à partir d'un échantillon de milieu, donc ça peut être de l'eau de mer ou du sédiment, d'avoir une idée de la biodiversité globale dans cet échantillon. Donc, pour cela, on va cibler un morceau d'ADN d'un groupe d'intérêt. Donc ça peut aller par exemple des plus petits micro-organismes jusqu'à des mammifères marins par exemple, puisque donc on part sur le principe que tout organisme vivant laisse une trace dans son environnement, et donc cette trace c'est l'ADN. Donc pour cela on prélève donc des échantillons. Donc nous ici dans le projet CIRCE c'était de l'eau de mer. Ces échantillons, donc on en extrait l'ADN. Cet ADN va ensuite être amplifié puis séquencé. Et donc cette séquence, l'ensemble des séquences qu'on va retrouver dans notre échantillon, chaque séquence va correspondre à ce qu'on peut considérer un petit peu comme un code barre, où donc une séquence va être associée à une espèce dans une base de données de référence. Donc à l'intérieur de notre échantillon, on va accéder à l'ensemble de l'ADN qu'on a pu donc amplifier, ce qui va nous donner ainsi une liste d'unités taxonomiques, de taxa, retrouvés dans nos échantillons, ainsi que leur abondance relative à chaque échantillon. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille pour essayer de comprendre un petit peu tous ces processus dans ce projet-là. Donc nous, avec CIRCE, ce qu'on a choisi de cibler, c'est donc les communautés d'eucaryotes unicellulaires, ou protistes, et ainsi que les prokaryotes. Donc sur ces deux communautés, on a fait des filtres de cette eau de mer sur trois différentes tailles. Et donc pour les protistes, ça correspond notamment aux communautés des micro, nano et picoplanctons. Donc il faut savoir que sur l'ensemble des données que j'ai eu à analyser, l'ensemble des échantillons rassemble plus de 5000 unités taxonomiques. Donc ça fait quand même du monde à essayer de comprendre. Et ensuite, donc pour les résultats suivants, j'ai choisi d'uniquement présenter les données du nanoplancton, donc tout simplement pour une idée de simplicité dans un premier temps. Donc, pour avoir la même logique que ce que vous a présenté Hugues précédemment, donc on commence par étudier un petit peu la variabilité hors période de pluie pour comprendre un petit peu donc, toute la variabilité de base en saison sèche, donc avec donc, les 5 stations côtières et les 2 transects côte large. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir, donc pour étudier ces communautés, on peut regarder un petit peu la structure de ces communautés. Donc ce qu'on appelle la diversité alpha. Donc ça va être un petit peu la richesse de la biodiversité dans un échantillon donné. Donc pour ça, il y a plusieurs indices de biodiversité qui existent. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'en présenter 3. Donc le observed, qui correspond finalement au nombre de taxa qu'on a retrouvés dans un échantillon. Et ensuite, 2 indices de biodiversité, l'indice de Shannon et l'inverse de Simpson, qui vont prendre en compte ce nombre de taxa total, mais aussi leur abondance dans l'échantillon. Donc sur chacun des indices, on va avoir les 2 saisons, donc les 2 saisons sèches, chaudes et froides, donc chaudes en décembre et froides en septembre. Et donc les couleurs correspondent aux différentes stations, donc côtières, intermédiaires et larges. Dans un premier temps, ce qu'on a voulu voir, c'est si on avait une différence de richesse, de diversité entre nos 2 saisons. Donc on peut voir qu'on n'a pas de différence significative sur la diversité entre les 2 saisons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une certaine diminution de la diversité sur le gradient côte large, avec donc une diminution vers le large, ce qui est plutôt attendu dans des oligotrophes. Ensuite, donc, c'est un peu le pouvoir de l'ADN environnemental. Enfin, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on va pouvoir analyser ensuite la composition des communautés
et pas uniquement la structure. Donc là, encore une fois, on compare donc la saison chaude et froide au niveau de la composition, donc toujours sur le nanoplancton. J'ai choisi de présenter uniquement à un niveau taxonomique assez grand, donc au niveau de la classe, déjà parce qu'on commence à voir certaines différences, et ensuite pour une raison de visualisation. Donc on a sur la gauche les stations côtières intermédiaires et larges. Donc on peut voir dans un premier temps que rien qu'au niveau de la classe taxonomique, on a des différences plus importantes au niveau des stations côtières, avec une plus grande variabilité des compositions des communautés. Et dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir aussi une certaine différence de composition sur le gradient côte large, avec notamment certaines classes taxonomiques qui arrivent, par exemple, en fin de gradient côte large, comme les radiolaires ici, par exemple. Et dans l'ensemble, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on a souvent, dans la plupart des échantillons, une majorité de dinoflagellés présents dans nos échantillons. Donc ensuite, pour étudier de façon un petit peu plus globale les abondances ici, on peut faire ce qu'on appelle des analyses multivariées. Donc c'est une analyse qui va prendre en compte l'ensemble de la matrice d'abondance relative des taxa et qui va attribuer à chaque échantillon une coordonnée sur un espace réduit, donc ici un espace 2D. Donc en fait, pour comprendre cette figure, il faut savoir que plus 2 points, donc chaque point va représenter une station, et plus 2 points sont éloignés, plus leur communauté microbienne va être différente. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a encore une fois, on peut voir que nos stations côtières sont relativement espacées dans cet espace réduit. Donc ça veut dire qu'elles vont montrer de plus grandes différences dans leur communauté, alors qu'à l'inverse, les communautés plus au large sont beaucoup plus resserrées entre elles. Donc il y a des communautés un petit peu plus homogènes sur ces stations-là. Et ensuite, donc on peut retrouver le gradient côte large qui est confirmé un petit peu par rapport aux analyses d'avant. Ensuite, donc on s'intéresse encore une fois au suivi des panaches, donc avec un suivi des communautés microbiennes le long des bouées dérivantes. Donc dans un premier temps, ce que je trouvais intéressant de regarder, c'était le nombre de taxa spécifiques à un jour d'une bouée et surtout en commun le long du panache. Donc là, je vous ai présenté des diagrammes de veines avec donc le nombre de taxa pour les 3 jours des 2 bouées. Donc, dans un premier temps, ce qui était relativement attendu, c'est le très grand nombre de taxa spécifiques du premier jour de la bouée 1. Donc ça, c'est attendu avec cet apport massif d'eau douce et donc de communautés d'eau douce qui ne sont pas habituellement dans le lagon. Et ensuite, donc, on peut voir qu'on a certaines unités taxonomiques qui restent tout le long du panache, qu'on retrouve tout le long du panache des bouées, donc qui sont présentes à chaque fois. Donc on en a 27 taxa pour cette bouée 1. Et pour la bouée 2, donc on a moins cette spécificité du premier jour, puisque donc le pulse finalement d'eau douce a diminué. On a moins ces communautés d'eau douce présentes. Et on a environ 2 fois plus de taxa communs sur l'ensemble du panache. Donc là, c'est intéressant de voir. Ça donne un petit peu une idée de l'étendue spatiale du panache qui atteint finalement le lagon. Ensuite, encore une fois, on peut regarder la composition des communautés présentes sur ces différents jours de la bouée. Donc, on retrouve pour le premier jour de la bouée 1 une communauté qui est très différente des autres, avec donc notamment plusieurs classes qu'on ne retrouve pas ou moins ailleurs. On peut noter notamment des ciliophores beaucoup plus abondants et des champignons beaucoup plus abondants. Donc là, ça peut être intéressant d'aller étudier les champignons avec une éventuelle idée de leur rapport terrigène, de leur origine terrigène. Et ensuite, donc, on peut voir l'évolution un petit peu de cette communauté au fil des jours du panache. Donc avec un grand shift des communautés entre les jours. Pour la bouée 2, on retrouve le premier jour une communauté relativement différente, encore une fois, par rapport aux autres, mais qui tend à s'homogénéiser. Et donc on a les dinoflagellés qui étaient vraiment majoritaires, comme on l'a vu avant, en saison sèche, qui commencent à vraiment reprendre le dessus sur la communauté en bouée. Et donc enfin, pour cette dernière figure, donc, on a cherché à mettre en évidence une éventuelle résilience des communautés sur une station fixe. Donc là, on est sur le cas du fond de la baie de Dumbéa,
Et donc, on a regardé l'évolution sur un même point fixe de ces communautés. Donc, on va avoir en vert toutes les communautés d'après cyclone, avec du 12 février jusqu'au 17 février. Et ensuite, en rouge et en bleu, la même station du fond de Dumbéa, mais en saison sèche, en décembre et en septembre. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on devine un petit peu une trajectoire des communautés qui semble se rapprocher d'un point de saison sèche et chaude, avec vraiment cette communauté du 17 février, donc 5 jours après le cyclone, qui semble se rapprocher donc, de la communauté qu'on avait retrouvée en saison sèche et chaude. Donc ça reste des résultats à confirmer, mais c'est une première étude intéressante. Donc, pour ce qui est des conclusions sur l'ensemble du projet CIRCE, donc on a pu voir qu'on a une biodiversité microbienne qui est importante, et donc on a pu mettre en évidence avec l'ADN environnemental qui permet donc de bien caractériser cet écosystème lagonaire. On a pu voir qu'on a une variabilité spatiale côtière très importante avec des différences marquées entre les baies. On peut ensuite noter un gradient côte large qu'on a retrouvé à chaque fois, quelles que soient les saisons. Qu'on est sur l'étude d'un système très dynamique qui est évidemment en rapport avec le débit des rivières. Et enfin, on a pu observer une résilience rapide du système à cet apport massif d'eau douce. Pour ce qui est des perspectives à venir et de ce qu'on prévoit de faire par la suite, donc on va dans un premier temps analyser la variabilité biologique en lien avec les forçages environnementaux. Donc finalement, ces deux parties séparées qu'on vous a présentées, on va essayer de les mettre en lien pour un petit peu plus comprendre ce qui se passe. Et enfin, on va essayer de mettre en évidence des bioindicateurs. Donc dans un premier temps, des bioindicateurs de transport, donc sur l'ensemble du continuum terre-mer, donc en collaboration avec l'IAC. Et aussi chercher des bioindicateurs de modification des eaux du lagon, notamment après un événement cyclonique. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, Jean-Michel Fernandez, laboratoire AEL. D'abord, merci au CASICA de m'avoir invité pour assister à toutes ces présentations qui sont fort intéressantes. Juste, en fait, une question sous forme presque de remarque. De toute façon, comme on est voisins professionnellement, pas dans la vie, on pourra en discuter après. Le graphique où tu montres les concentrations en nickel avec un pulse, et puis ensuite une augmentation progressive en front de baie. Bon, pour le pulse, il n'y a pas de mystère, hein, ça c'est connu depuis longtemps. Quand il pleut, eh bien voilà, la matière particulière augmente dans la rivière. Elle charrie, en fait, elle apporte avec elle des éléments qui passent en solution, et donc forcément un coefficient de distribution qui se modifie. Donc du coup, un pulse. Je faisais plutôt, je me disais que l'augmentation que tu vois. Ah oui, tiens, juste une petite remarque. Moi, c'est vrai que depuis que je fais du suivi environnemental, ça fait quand même maintenant 10 ans en tant que privé, une vingtaine d'années, 10 ans en tant que chercheur avant. J'ai abandonné en fait la terminologie saison chaude et saison froide en fait. Moi, c'est un événement pluvieux ou pas d'événement pluvieux. Parce que de toute façon, c'est pas la température sous nos latitudes, en tout cas, qui change. On va être de 28 à 24 degrés, c'est pas ça qui va changer la cinétique de la chimie. Donc du coup, je parle plus de saison chaude et de saison froide du point de vue géochimie. Bien sûr, pas de point de vue biologique. Donc pour revenir à ce graphique, est-ce que tu as pensé à mettre en relation avec la météorologie ? Parce qu'en fait, nous, on s'est rendu compte, à force de faire des séries temporelles, puisqu'on en fait quand même beaucoup, on peut avoir des remises en suspension en fond de baie. Alors, c'est pas directement dans les stations de faible profondeur, parce qu'après, tu as des retours de courant, et puis la concentration, elle augmente. Et ça, on l'a constaté plus d'une fois. Non, mais 1, 2, vous m'entendez ? Oui, c'est très, très, très probable que ça soit lié à la remise en suspension. J'ai pas de doute. Mais en fait, il y a une chose qui... Alors, la remise en suspension, en fait, par les débits ou par les flux d'eau.
en fait, parce qu'il n'y avait pas de vent. On a eu une chance assez incroyable au cours de ce suivi du cyclone, c'est qu'on a eu 5 jours sans vent. On n'a vraiment pas eu de vent du tout. Ce qui explique pourquoi la bouée, on l'a retrouvée au Mont d'Or. Parce que dans des conditions dites normales, sinon elle part vers le nord. ça se partirait vers le nord. Mais c'est aussi ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des conditions climatiques, enfin de vent, qui nous auraient homogénéisé la colonne d'eau, qui aurait rendu en fait l'étude encore plus compliquée. Donc en fait, on a eu, j'espère qu'on a eu de la chance. Oui, on a eu de la chance. En fait, d'abord, rien que parce que pour sortir en mer sans vent, c'est quand même vachement plus agréable. Mais d'un point de vue scientifique aussi, d'un point de vue méthodologique, c'était aussi intéressant d'avoir se retrouver toujours dans les mêmes conditions de suivi. Oui. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, oui, effectivement, je pense que le nickel particulier, on a échantillonné, il y avait quoi ? Il y avait 1 mètre d'eau en plein flux d'eau qui était clairement claire, là, par contre. Enfin, on la voyait arriver puisqu'elle était claire à partir de ce moment-là. Il y a de grandes chances, effectivement, que ce soit de la remise en suspension. Ça pas de... Mais je préfère ne pas... Voilà, j'ai pas de démonstration, j'ai pas de preuve, j'ai rien. Donc, mais effectivement. D'ailleurs, je viendrai te voir pour tout ce qui est éléments chimiques, parce que tu en connais sans doute beaucoup plus que moi depuis le temps. Merci. La question Menkès. J'en ai 3. J'en doute pas. La première, c'est, en fait, je me la suis posée, je devrais le savoir, mais ça me paraît pas évident qu'une bouée dérivante suive un panache, parce qu'une bouée dérivante, c'est lagrangien, et qu'un panache, ça diffuse. Et donc, ça me paraît pas si évident que ça. Donc ça, c'est la première, peut-être. Ouais. Je suis pas physicien. Après, on était le 3e jour de la bouée numéro 2, on était clairement dans un blôme de trichodécium, dans un front, en fait, qui était issu du panache. Ça se voyait à l'œil, en fait. Donc, ce qui me fait dire que je sais que quand on met plusieurs bouées au même endroit, en général, elles ne diffusent pas forcément toujours au même endroit. Enfin, ça, c'est les physiciens. Mais c'est vrai que c'était l'une des hypothèses de travail de départ, c'est-à-dire que on a ce suivi-là et on l'a bien vu. Sur un autre suivi, celui qu'on a réalisé en avril, on l'a bien vu en fait. Ça a réellement suivi les panaches. On avait la bouée dedans. Parce que là, l'eau est restée turbide plus longtemps. Il y a eu beaucoup plus de vent et on l'a vraiment vu. C'était clair que c'était dans le panache. Si mes souvenirs sont bons, c'était vraiment dans le panache. Donc voilà. Donc après, ça va être l'apport de la modélisation et donc on est en contact avec Romain avec qui tu travailles, Romain Legendre. Et donc l'idée, évidemment, ça va être à partir des données des bouées de valider qu'on est bien dans le panache à partir de données de modélisation, sachant qu'il y a un énorme travail qui a été réalisé par Romain et par il y a 3-4 ans où ils ont défini différents types de devenir en fait du panache à la sortie. Il y en aurait 5. Il y aurait 5 grands types de devenir de l'eau de la rivière de la baie de Dumbéa. Et donc ça, c'est un papier qui est en cours d'écriture par Romain. Et donc là, on va pouvoir rejouer le modèle pour valider ou vérifier au moins si on est dans les choux complets ou si on a vraiment échantillonné dans le panache. Parce que c'est vrai que les derniers jours, l'eau était très très claire. Ouais. Et moi, j'ai été surpris, en fait, si j'ai bien compris, tu as 1, 2, 3, à un moment donné, quand tu parles de l'ADN, de la composition par ADN environnemental, tu as 1, 2, 3 qui sont les jours, 1, 2, 3 jours. Donc, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une telle variabilité en un jour ? Parce que est-ce que ça veut dire que les communautés, soit il y a apport extérieur, soit les communautés se sont changées d'un jour à l'autre ? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que sur les données qu'on a, il ne faut pas oublier qu'il y avait des communautés avant le panache. Donc je pense que c'est c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Il y a un apport de communautés d'eau douce, mais qui sont a priori pas résistantes aussi à la salinité. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment la réaction des communautés de base, plus les apports. Et c'est ça qui fait les variabilités entre les jours de la bouée. Mais effectivement, il y a aussi un apport des communautés extérieures, entre guillemets, à ce panache-là. C'est combiné. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci. Et ma troisième question, c'est les deux PCA, c'est 40% de ton signal. Donc bon, il reste quand même 60%.
Donc c'est peut-être pas si grave de ne pas avoir de structure dans 40% du signal. Mais C'est les aléas aussi des données biologiques, mais c'est pour ça qu'on a assez hâte de coupler un petit peu avec la physico-chimie ensuite pour essayer de peut-être comprendre plus de variabilité de ces communautés. Mais ça, c'est à venir encore. Je ne peux pas me projeter trop vite.